Histoire salée, le podcast mer de France Bleu Brésil. Bonjour, c'est Léo Rosé. Dans ce nouvel épisode d'Histoire salée, je vous propose d'embarquer pour une odyssée, celle du Santeflam. Le Santeflam, c'est une sorte de dinosaure, un des plus vieux types de bateaux au monde qui remonte au néolithique. Avec sa coque en cuir, cette barque de 9 mètres de long à aviron et à voile ne ressemble à aucun autre bateau. Dans les années 90, dans le Finistère, une bande de copains se lance dans un projet un peu fou. Ils vont remonter le temps sur les traces des moines celtes et naviguer d'Écosse jusqu'en Bretagne pendant 3 mois à bord de ce navire préhistorique. Ils prennent la mer à l'été 1999, une route risquée sur leur embarcation rudimentaire. 25 ans après, je suis parti à la rencontre des pionniers de cette odyssée, Tristan Clamorgan et Julian Stone, qui nous embarquent avec eux. Et tout commence avec Tristan sur le port du Tinduf à Plougastel d'Aoulas, près de Brest, là où le Santeflam sommeille aujourd'hui. Bonjour Tristan, on est ici sur le port du Tinduf à Plougastel d'Aoulas, juste à côté du Santeflam. Ça fait un petit moment que tu l'avais pas revu. Ça fait peut-être 15 ans. Hein, il a vieilli, ouais, mais il n'a jamais été très jeune d'aspect. Il y avait 8 rameurs et puis un barreur. Ça, c'était le minimum de l'équipage, quoi. Et c'est très lent, hein, faut s'imaginer. Pour bouger une barque comme ça, on avance à 3 nœuds et on est content, quoi. Qu'est-ce qui vous a pris dans les années 90, au tout début ? Au départ, un rêve, peut-être un rêve d'aventure. Julian était très passionné par les histoires de nos moines celtes et par l'histoire, par le haut Moyen-Âge, enfin, l'époque de ces moines qui naviguaient le long des côtes celtes. Et alors on s'est laissé embarquer dans son imaginaire et on s'est dit pourquoi pas construire un de ces bateaux mythiques et refaire ces routes de navigation qu'on retrouve ici et là dans les récits anciens. Les marins étaient dubitatifs dans l'ensemble quand même, parce que c'est une barque et pour naviguer dans des mers qui sont quand même assez réputées pour être difficiles. Mais on n'avait pas froid aux yeux et surtout je crois qu'on ne connaissait pas la mer. Vous étiez plutôt marin d'eau douce. Oui, c'est ça. Ouais. On n'avait ni les uns ni les autres navigué, ou très peu, peut-être un peu de planche à voile. Mais on comptait aller jusqu'au bout et apprendre de ceux qui pourraient nous donner les clés, apprendre la mer, quoi. L'aventure commençait par une enquête. Et il s'agissait d'aller en Irlande et de retrouver les traces de ces bateaux et les constructeurs, ceux qui construisaient encore ce type de construction. Alors on est allé sur Arran. Là on a rencontré des vieux qui nous ont montré leur curag très typique, quoi. Et donc on a appris là un petit peu leur méthode. Puis après on s'est retrouvé dans le sud de l'Irlande, à Cork, où on a rencontré Padraig O'Dwynnin, qui était un gars qui avait lancé une sorte de chantier où il reconstruisait à peu près tous les curags connus d'Irlande. Et alors dont le Nevok, celui qui a inspiré le Santeflam. Et là on est resté 1 mois, on a construit avec lui des embarcations. Et de là, on était à peu près sûr de notre approche. Et en rentrant, on a pu lancer le chantier, quoi. L'esquisse dessinée par l'architecte naval François Vivier est retravaillée par Mathias Mercier, un des copains de Tristan Clamorgan. Le chantier du Santeflam débute à l'été 1997 dans un hangar en presqu'île de Crozon à Telleruc-sur-Mer. Et nos doux rêveurs se retroussent les manches pour passer à la réalité de la construction. On est une bonne bande de copains. À l'époque, on avait quoi On avait à peine 30 ans, je ne sais pas. On était 3, puis se sont joints à nous des gens du coin, des amis, etc.
ceux qui hébergeaient le bateau aussi. Et voilà, on a été une petite dizaine assez rapidement réunis autour du projet, quoi. Alors on avait fait nous les plans en amont, on avait les matériaux, on avait été chercher le cuir. C'était du cuir de vache, ouais, qu'on a récupéré, qui était donc tanné à l'écorce de chêne, un procédé donc ancien, et c'est ce qu'on recherchait, hein, parce que dans les études de Tim Severin qu'il avait lui fait, il en était arrivé à la conclusion que c'était la technique idéale pour que le cuir résiste à l'eau de mer, à l'immersion. On a stocké ces peaux pendant plusieurs mois, toutes graissées, et laissées au soleil, comme ça, plusieurs mois avant d'attaquer la couture, quoi. La couture, c'était une étape évidemment essentielle et où il fallait pas se louper. Ouais, une fois la coque fabriquée, hein, les lattes posées, etc., on s'est collé à la couture. Et alors là, on a appris aussi à coudre le cuir, parce que c'est un cuir épais. Et donc, il fallait faire un point qu'on appelle le point de cellier, qui est un point à 2 aiguilles. Donc, il y en a un qui perce, l'autre qui passe l'aiguille, puis quelqu'un dessous qui récupère l'aiguille, qui la repasse, etc., quoi. Là, c'est donc des kilomètres et des kilomètres de couture. À plusieurs, hein, on était nombreux, mais on a mis 4 mois quand même à coudre l'ensemble des cuirs. Ça y est, ils ont réussi à construire eux-mêmes leur curag, comme au Moyen-Âge, mais en y ajoutant un petit détail, des patins d'échouage, des pièces en bois qui prennent le cuir en sandwich pour éviter de l'abîmer en arrivant sur les plages. Pendant 1 an et demi, ils apprennent à naviguer et réunissent des fonds et des partenaires. Le Santeflam est ensuite acheminé par camion en Écosse, près d'Oban, un port au nord de Glasgow. Et le 21 juin 1999, c'est le grand départ. À bord, aux côtés de Tristan Clamorgan, on retrouve Julian Stone. Lui est passionné par l'histoire des moines celtes. Il prend la mer pour vivre son rêve d'archéonavigation. Au total, ils sont une vingtaine de personnes qui doivent se relayer pour faire avancer le Santeflam, s'il n'y a pas de casse, le long des côtes ouest de l'Écosse, l'Irlande, la Cornouaille anglaise jusqu'en Bretagne. Ils passent parfois des journées entières à ramer et ils n'ont pas de lit douillet pour reprendre des forces la nuit. L'idée, c'est pas de, je sais pas comment dire ça, mais de naviguer complètement comme à l'époque, dans les conditions exactes, etc. En fait, il y a un objectif, entre guillemets scientifique, mais qui est plutôt d'étudier comment ces bateaux se comportent à la mer, à la voile. Il s'agit donc d'archéonavigation. Donc après, oui, on avait une logistique à terre, on s'arrêtait à peu près tous les soirs pour planter le campement et on repartait le matin en fonction de la météo et de la marée. Mais c'est probablement la manière dont ces hommes naviguaient à l'époque, sauf sur les grandes traversées ou alors parfois, quand on veut profiter vraiment d'une belle mer et d'un vent portant, à ce moment-là, on ne va pas hésiter à couvrir des milles supplémentaires, voire même à naviguer de nuit pour couvrir le plus de milles possible. Nous, évidemment, à bord, on a carte, on a GPS, on a évidemment tout ce qu'il faut. On a un Zodiac aussi, ouais, qui est là pour assurer en fait la sécurité, parce que l'idée c'est pas non plus de se mettre en danger. Autrement, vraiment pour des raisons de sécurité, ça n'est arrivé qu'une fois qu'on s'en serve, et encore, on aurait pu faire autrement. C'est-à-dire, on aurait perdu 2-3 jours, on aurait été obligé de se décaler, etc. Mais on aurait pu faire autrement. Il faut voir quand même qu'à part quelques personnes qui nous faisaient confiance, il y a beaucoup de gens, même des marins aguerris, etc., qui me disaient « Mais les gars, vous êtes fous, vous allez vous tuer, en fait. Ça, voilà, c'est juste, vous allez mourir. » Alors, on est toujours super bien accueillis. Et d'ailleurs, on n'a pas payé un seul port. Quand on navigue en tant que plaisancier, on s'arrête dans un port, on paye le mouillage, voilà, c'est normal. En général, quand les gens nous voyaient arriver, je ne sais pas comment, enfin en tout cas en Écosse, ça c'est sûr, ils étaient tous informés. Parfois même on était contacté à la VHF, ils demandaient si on était dans les parages, si on avait besoin d'aide, si on avait besoin de quelque chose, etc. Et donc on était attendus, pas dans tous les ports, mais dans beaucoup. C'est arrivé aussi qu'il y ait des gens, des associations locales ou des choses comme ça qui nous proposent un hébergement, un repas, etc., etc.
Non, vraiment, c'était... En particulier les Irlandais, ouais, c'était un accueil assez fort. Mais on s'est aperçu en fait que... Et sur Tory, c'est flagrant. Il y a peu de rupture avec la tradition. Je veux dire, même les bateaux, alors ils ont diminué en taille, c'est plus de la peau, mais c'est de la toile goudronnée ou de la fibre de verre. Mais pour eux, le passé est moins lointain que pour nous. C'est le même nombre de siècles, hein, mais en fait, il est plus proche. Pour eux, c'est une forme de célébration aussi de leurs racines, etc., etc. Et ça méritait un accueil, quelque chose de spécial, en fait. Voilà. Et ils vont vivre une étape complètement improbable, le 6 juillet sur l'île d'Islay. C'est le lieu de passage idéal entre l'Écosse et l'Irlande, qui a aussi le mérite d'abriter la distillerie du whisky Lagavulin. On arrive après, je pense qu'on devait être parti depuis une quinzaine de jours. Et on était trempés, épuisés, lessivés, rincés. Et on arrive par une espèce de crachin comme ça à la distillerie de Lagavulin. Et les gars nous voient arriver. Et là, pareil, un accueil incroyable. Ils nous disent, mais attendez, on s'occupe de vous. Donc du coup, ils nous ouvrent des hangars où on a pu faire tout sécher et où on pouvait s'installer, en fait, comme on voulait. Et là, ils nous disent, bon, vous avez du bol parce que les patrons sont pas là, ils sont en voyage. Donc on va vous faire la tournée des Grands-Ducs. Alors on a fait la visite que tout le monde fait, tu vois, les alambics, les machins, nanana. Mais il y a des caves, en fait, énormes dessous, que personne ne voit jamais, avec des fûts de chêne énormes. Mais c'est un truc incroyable, c'est genre à perte de vue. Je sais pas si tu vois dans Indiana Jones, tu sais, quand ils vont stocker l'arche d'Alliance, tu sais, une espèce de hangar énorme comme ça. Moi j'ai un souvenir comme ça, quoi. Et là on a bu des whisky, mon vieux, mais des trucs de fou. 40 ans d'âge, 50 ans d'âge. Alors après, tout à coup, le temps a changé, la météo est devenue favorable. Donc là, il fallait qu'on se dépêche, parce qu'on avait un créneau pareil pour traverser. Et il y a 2-3 personnes qu'on a dû transporter à bord du bateau au milieu de la nuit, parce que je pense qu'ils étaient incapables de se porter tout seuls. Mais c'était mémorable. Et on a bu des choses incroyables. Je pense qu'on n'en boira jamais des comme ça. Le 18 juillet, ils posent pied-à-terre sur Tory Island, un minuscule caillou de 4 km de long. C'est l'île la plus reculée d'Irlande et la seule encore dirigée par un roi qui leur réserve un accueil princier. C'est une étape marquante parce que je crois que, je ne sais plus dans quel port, juste avant on nous dit mais il faut absolument que vous alliez sur Tory, il faut que vous passiez là-bas, c'est super, ils vous attendent, etc. Bon. Donc on se dit bon on y va puis on verra bien. Et là, effectivement, on était accueillis par le roi Patsy Dan Rogers. Alors Patsy, c'est un roi local à la mode irlandaise. C'est une sorte de super-mère qui a plutôt un rôle d'animation de la communauté et honorifique. Il est aussi pas mal en relation, enfin il était parce que maintenant il est décédé, mais pas mal en relation avec les autorités qui représentent l'État en fait. La tradition, vous l'avez jusqu'au bout parce qu'en partant, je crois que le roi va vous donner... tu peux nous... Ah oui, il nous donne de la glaise sacrée, qui est la glaise de Columcille. Donc Columcille, il est plus connu sous le nom de Saint Colomba, moine navigateur aussi. Et il est arrivé sur Tory pour convertir les populations au christianisme. Et il a béni en fait un endroit particulier de l'île. Et on dit que cette glaise, elle porte chance en mer et elle a toujours des vertus curatives. Tout au long de son périple, le Saint-Efflam croise de nombreuses huttes de pierre, des sites paléochrétiens, et le plus impressionnant de tous, c'est Skellig Michael, au sud-ouest de l'Irlande. Pour tous ceux qui ont vu l'avant-dernier épisode de Star Wars, c'est là où Luke Skywalker prend sa retraite. C'est l'ancien temple Jedi. Et c'est parfait comme location pour ça, puisque c'était sa destination première. C'est inimaginable. Skellig Michael, c'est un pic, je sais pas comment ça fait, 150 mètres, 200 mètres. Un pain de sucre, comme ça, en pleine mer. Donc déjà, on ne peut aborder l'île que par très beau temps. Donc nous, on a eu de la chance qu'on a pu y aller, voilà. Et ensuite, il y a des marches comme ça qui grimpent dans la falaise. Et pas loin du sommet, il y a quelques plateformes sur lesquelles ces huttes de pierre ont été dressées. Et les mecs vivaient là, c'est incroyable. Hyper touchant, hyper émouvant. Et on parlait de machines à remonter le temps ou d'ascenseurs temporels. Mais là, quand
Ça fait, Skellig Michael, ça faisait 1 mois et demi, je pense, qu'on était parti déjà, qu'on naviguait. Là, c'est vraiment des lieux où on a l'impression de percevoir les siècles passés, en fait. Donc, non, c'était très très fort. Fin août, le Santeflam est arrivé en Cornouailles anglaise. Il approche du but. Mais il reste la Manche à traverser, au milieu des cargos, des porte-containers et des ferries qui peuvent le broyer en quelques secondes. Alors, là, on était à Saint-Ives, en Cornouailles. Par le réseau local de gens qui nous accueillaient, on a trouvé C'était un pêcheur qui a accepté de faire quelques milles en plus de ce qu'il fait d'habitude pour nous escorter. Et en particulier, en fait, on était vraiment bord à bord sur le passage des rails, parce que on était, même avec les feux de mât et tout, on était complètement invisible au radar. On risquait quand même assez gros et on préférait avoir cette sécurité-là. Et puis il a fait demi-tour au large de Ouessant et on a fini. Déjà, c'est la surprise de voir autant de gens. Je ne sais plus combien, mais il y a plusieurs centaines de personnes qui sont à Landévennec pour nous attendre. On est un peu hors du temps, en réalité. Déjà, on était dans une forme physique éblouissante et complètement centré dans l'instant présent. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, la sensation intérieure, c'était on veut continuer. Quand le but, c'est vraiment faire avancer un bateau et qu'une communauté d'hommes et de femmes se porte bien, ça ramène tout à l'essentiel et du coup, ça rend la vie beaucoup plus simple. Histoire salée, le podcast mer de France Bleu Brésil. Le Santeflam et son équipage ont réussi leur pari fou en faisant mentir les marins les plus expérimentés et ils ont pris goût à cette navigation ancestrale. Ils repartiront quelques années plus tard pour un autre périple de Bretagne jusqu'en Galice. C'était l'Odyssée du Santeflam, un épisode réalisé avec Jacques-Henri Gérard que vous pouvez écouter à tout moment sur l'application Radio France ou sur francebleu.fr.